Je m'appelle Noémie Vallet et le matin où mon mari m'a apporté mon petit déjeuner au bureau fut le matin où ma vie s'est discrètement brisée en deux. Si j'avais mangé ce repas, ma fille n'aurait jamais existé. Il était un peu plus de 8 heures et Paris s'éveillait à peine sous une brume légère. Quand Marc Lefebvre est entré dans mon bureau en tenant un contenant isotherme, cela seul était déjà étrange. En 3 ans de mariage, mon mari, le PDG d'une multinationale pesant des milliards, n'était jamais venu à l'improviste avec quoi que ce soit fait maison, ni fleurs, ni café, et certainement pas un petit déjeuner. Il m'a souri, un sourire calculé, ce genre de sourire qui semble chaleureux jusqu'à ce qu'on le fixe trop longtemps. Joyeux anniversaire de mariage, a-t-il dit, 3 ans déjà, je voulais faire quelque chose de spécial pour toi. L'odeur m'a frappé au moment où il a posé le récipient sur mon bureau, une odeur lourde, riche, trop intense. Mon estomac s'est instantanément noué. Depuis des semaines, je luttais contre des nausées matinales incessantes, le genre qui transforme même les parfums familiers en menaces. Marc ne savait pas que j'étais enceinte, personne ne le savait. Je me suis forcée à rester calme, les mains sagement croisées, le cœur battant bien plus fort que mes pensées. Il s'est penché plus près, m'observant, attendant. Mange pendant que c'est chaud, a-t-il dit doucement, je l'ai préparé moi-même. Quelque chose dans sa voix a rendu la pièce plus petite, plus étouffante. À ce moment-là, je ne me suis pas sentie aimée, je me suis sentie observée. Et d'une certaine manière, sans savoir pourquoi, j'ai compris que ce n'était pas un cadeau, c'était un test. Avant ce matin-là, je pensais comprendre ma vie. J'étais Noémie Vallet, directrice des opérations chez Lefebvre International, la femme debout discrètement aux côtés d'un homme puissant. Les gens supposaient souvent que je vivais dans le luxe, mais la vérité était plus simple. Je travaillais de longues heures dans nos bureaux de la Défense, je portais les mêmes tailleurs sobres année après année et je croyais que la stabilité était quelque chose que l'on gagnait par la patience. Marc et moi étions mariés depuis 3 ans. Sur le papier, nous étions impressionnants. Il était décisif, discipliné, admiré par les investisseurs. J'étais organisée, loyale et efficace. Ensemble, nous semblions indestructibles. Mais derrière les portes closes, quelque chose avait changé quelques mois plus tôt. Marc était devenu distant de manière subtile, moins de conversations, des silences plus longs et des questions sur les finances qui ressemblaient davantage à des interrogatoires. Il parlait souvent de risques, de protection des actifs, et de la façon dont les gens devenaient des fardeaux quand les émotions s'en mêlaient. Je me disais que c'était le stress. Les PDG portent un poids que la plupart des gens ne voient jamais. Ce que je ne lui avais pas dit, c'est que mon corps avait changé. 3 mois plus tôt, j'avais découvert que j'étais enceinte. Après des années à m'entendre dire que cela n'arriverait peut-être jamais, j'avais gardé le secret, non par manipulation, mais par prudence. Mes nausées étaient constantes, mon énergie s'était envolée et quelque chose au plus profond de moi murmurait que le moment était crucial. Je voulais attendre l'instant parfait, un dîner tranquille, une journée paisible. Je ne savais pas que la paix avait déjà disparu. Je ne savais pas que mon mari ne pensait plus comme un homme fondant une famille, mais comme un homme protégeant une forteresse, et je ne comprenais pas encore que dans son monde, même un enfant pouvait être considéré comme une menace. Elle s'appelait Léa Morel. Elle avait rejoint l'entreprise 3 mois plus tôt en tant qu'assistante de direction affectée à mon étage. Jeune, élégante et soigneusement ambitieuse, Léa se déplaçait dans le bureau avec une assurance qui semblait répétée. Elle s'habillait de façon pointue, parlait doucement et observait tout, surtout Marc. Je l'avais remarqué lors de petits instants, la façon dont sa posture changeait quand il entrait dans une pièce, comment sa voix s'adoucissait quand elle s'adressait à lui, comment elle riait un peu trop facilement à des choses qui n'étaient pas drôles. Ce matin-là, quand Marc est sorti de mon bureau pour prendre un appel, Léa est apparue dans l'encadrement de la porte avec une pile de dossiers. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur le repas posé sur mon bureau. « Ça sent divinement bon », a-t-elle dit avec un sourire, « vous avez de la chance. » Mon estomac a encore fait un bond. Je savais que je ne pourrais pas ouvrir ce couvercle sans être malade. J'ai rendu son sourire, calme en apparence mais épuisé intérieurement. J'ai déjà mangé plus tôt, j'ai dit, je n'ai plus faim du tout. Elle a hésité, jetant un coup d'œil dans le couloir en direction de Marc. Ce serait dommage de gâcher ses efforts, ai-je ajouté, tu n'as pas encore pris de petit déjeuner, n'est-ce pas ?
Son visage s'est éclairé. Elle n'a pas demandé 2 fois. Merci Noémie, a-t-elle dit en soulevant le contenant avec les 2 mains comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, je vais m'assurer que ce ne soit pas perdu. Lorsqu'elle est partie, je me suis adossée à ma chaise et j'ai expiré lentement, un sentiment de soulagement m'envahissant. La nausée s'est apaisée, mes mains ont cessé de trembler. Je me suis dit que ce n'était rien, juste de la nourriture, juste une matinée de plus. Je ne savais pas que je venais de passer quelque chose de mortel entre les mains d'une autre femme. Et je ne savais pas que d'ici 1 heure, le bureau serait rempli de cris. J'étais en train de réviser un rapport quand le bruit a retenti. Ce n'était pas fort au début, juste un bruit survenant de l'open space, comme une chaise qui bascule. Je me souviens m'être arrêté, mon stylo suspendu au-dessus de la page, essayant de décider s'il fallait l'ignorer. Puis le cri est venu. Il a déchiré l'étage avec une acuité qui a serré ma poitrine. Ce n'était ni de la surprise, ni de la peur, c'était de la douleur, pure et incontrôlable. Je me suis levée si vite que ma chaise a glissé en arrière et j'ai couru vers le bruit. Léa était au sol, près de son bureau. Le contenant de nourriture était renversé sur le côté, son contenu étalé sur la moquette. L'odeur était écrasante maintenant, mélangée à quelque chose d'acide et de métallique. Léa se tenait le ventre, son corps se recroquevillant sur lui-même. Son visage avait perdu toute couleur, ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient hagards. C'est alors que j'ai vu le sang. Il se propageait sous elle, sombre et indéniable sur la moquette claire. Quelqu'un a hurlé d'appeler une ambulance, une autre personne s'est mise à pleurer. Les téléphones étaient sortis, les mains tremblaient. Je suis restée figée, le rythme de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Cela ne peut pas arriver, pensais-je, cela ne peut pas être réel. C'est à ce moment-là que Marc est apparu. Il est sorti de son bureau rapidement, mais il ne s'est pas précipité vers Léa. Il s'est arrêté à plusieurs pas d'elle, fixant le sang sur le sol. Son visage a changé en quelques secondes, le choc a fait place à la peur, puis la peur s'est transformée en quelque chose de bien plus froid. Ses yeux se sont levés et se sont ancrés dans les miens. Il n'y avait aucune inquiétude en eux, aucune confusion, seulement de la colère et autre chose, de la déception. Il a marché vers moi et a saisi mon bras assez fort pour me faire mal. Sa voix était basse et tremblante quand il a parlé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé, « Pourquoi elle ?» À cet instant, tout en moi est devenu glacial. Il ne demandait pas pourquoi cela arrivait, il demandait pourquoi c'était arrivé à elle au lieu de moi. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, bien que le temps ait semblé déformé par la panique. Léa a été emmenée sur un brancard, le visage contracté par la douleur, un masque à oxygène sur la bouche. Marc l'a suivie de près, sans un seul regard vers moi, sans une seule fois me demander si j'allais bien. À l'hôpital, la salle d'attente était froide et violemment éclairée, le genre d'endroit où l'espoir semble fragile. Marc faisait les 100 pas comme un animal en cage, passant ses mains dans ses cheveux, ne s'arrêtant que pour me lancer des regards noirs comme si j'étais un inconvénient qu'il ne pouvait pas éliminer. Quand le médecin est enfin sorti, le silence s'est fait. Il a parlé prudemment, choisissant ses mots comme le font les professionnels quand la vérité est lourde. Léa avait subi un empoisonnement aigu, a-t-il dit. Elle était désormais stable, mais il y avait eu une grave hémorragie interne. La cause avait été identifiée comme étant du misoprostol, administré à une dose dangereusement élevée. J'ai froncé les sourcils. J'avais déjà entendu ce nom mais je n'aurais jamais imaginé l'entendre ainsi. Le médecin a continué, c'est un médicament utilisé pour provoquer des contractions utérines. Dans ce cas, cela a provoqué une fausse couche immédiate. Marc est devenu livide. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Puis la phrase finale est tombée, elle était enceinte d'environ 6 semaines. L'air a quitté mes poumons, mes jambes sont devenues faibles et j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. 6 semaines. Marc s'est effondré sur un siège, le visage dans ses mains. Mais en l'observant, j'ai senti que quelque chose ne collait pas. Sa réaction n'était pas du chagrin, c'était un calcul qui s'effondrait sous la pression. Dans cette pièce stérile, la vérité a commencé à s'assembler pièce par pièce. Léa était enceinte, la nourriture avait été empoisonnée, et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours debout,
ce qui signifiait que je n'aurais jamais dû l'être. Les questions n'ont pas cessé une fois le médecin parti. Des policiers sont arrivés et ont commencé à demander comment la nourriture avait été préparée, qui l'avait touchée, où elle avait été conservée. J'ai répondu calmement, revoyant la matinée dans mon esprit avec une clarté douloureuse. J'avais ouvert le contenant une fois, je n'avais pas mangé, je n'avais rien ajouté. Puis je l'avais donné à Léa. Marc a raconté une autre version. Il a dit qu'il avait tout cuisiné lui-même, que la nourriture n'avait jamais quitté son regard jusqu'à ce qu'il la pose sur mon bureau. Il a dit que j'étais restée seule avec elle pendant près d'1 heure. En l'écoutant parler, j'ai réalisé qu'il pensait avoir construit un piège parfait, mais il avait omis un détail. Le rapport de toxicologie est revenu rapidement, le médicament avait été entièrement dissous dans la nourriture, pas saupoudré, pas ajouté plus tard. Il avait été mélangé soigneusement alors que le plat était encore chaud. Cela signifiait que le poison était là dès le début. Marc l'avait préparé ainsi. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai compris la vérité avec une clarté terrifiante. Ce petit déjeuner n'avait jamais été destiné à Léa, il m'était destiné à moi, à mon corps, à l'enfant qui grandissait en moi et dont il ignorait l'existence ou qu'il soupçonnait et craignait peut-être. La nausée qui m'avait sauvée n'était pas une faiblesse, c'était un bouclier. Léa n'avait pas été visée, elle n'était qu'un dommage collatéral, et l'homme que j'avais épousé avait planifié d'effacer son propre enfant pour protéger sa fortune. À ce moment-là, j'ai cessé d'avoir peur, j'ai commencé à être lucide. Je n'ai pas confronté Marc à nouveau. Je ne l'ai pas accusé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas exigé d'explication. Au lieu de cela, j'ai fait ce que des années de travail dans les hautes sphères m'avaient appris, j'ai observé, j'ai écouté, je me suis souvenu de tout. Je l'ai laissé croire que j'étais ébranlée et confuse. J'ai moins parlé, j'ai évité ses yeux, je lui ai permis de penser que la peur m'avait rendue insignifiante. Cette illusion était utile. En quelques heures, j'ai remarqué à quel point il devenait agité. Il consultait son téléphone sans cesse, il sortait pour prendre des appels et baissait la voix dès que je m'approchais. L'homme qui contrôlait autrefois chaque détail agissait maintenant comme quelqu'un engagé dans une course contre la montre. C'est là que Rachel Bonnet est intervenue. Rachel était mon assistante depuis des années, bien avant mon mariage. Elle connaissait mes habitudes, mes silences et la façon dont ma voix changeait quand quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé de récupérer discrètement les registres de sécurité du parking et les caméras internes. Rien d'évident, rien qui puisse donner l'alerte. Ce qu'elle a trouvé était crucial. La voiture de Marc était arrivée au bâtiment près d'1 heure avant qu'il ne monte dans mon bureau avec la nourriture. Près de 60 minutes inexpliquées. Trop long pour les embouteillages, trop long pour une coïncidence. Puis il y a eu une autre séquence, un homme utilisant l'escalier de secours, transportant un sac poubelle noir au lieu d'utiliser la zone d'élimination habituelle. Son visage était partiellement caché, mais sa posture était reconnaissable entre mille, c'était l'assistant personnel de Marc. J'ai fixé l'écran, ma main se posant instinctivement sur mon ventre. Les gens ne cachent pas des déchets à moins de cacher une culpabilité. Et soudain, le tableau est devenu net. Ce n'était pas un geste impulsif, cela avait été planifié. Une fois que j'ai compris que c'était prémédité, j'ai cessé de voir Marc comme mon mari. Je l'ai regardé comme j'analyserais n'importe quel cadre suspecté de fraude. Rachel et moi avons suivi la piste qui ne ment jamais, l'argent. Au début, tout semblait ordinaire, des remboursements, des frais de conseil, des frais de représentation, le genre de catégories vagues que les entreprises utilisent quotidiennement. Mais quand nous les avons alignés mois par mois, un schéma a émergé, des virements importants, toujours du même montant, toujours acheminés via une petite société de gestion dont je n'avais jamais entendu parler. Cette société n'existait que sur le papier, son adresse était une boîte aux lettres louée, son numéro de téléphone renvoyait vers une ligne privée et son agent enregistré était l'assistant personnel de Marc. De là, l'argent repartait directement pour payer le loyer d'un appartement de luxe de l'autre côté de la ville, un immeuble haut de gamme avec parking privé et service de conciergerie, le genre d'endroit qu'aucune assistante débutante ne pourrait s'offrir avec son seul salaire. Cet appartement appartenait à Léa. Je me suis rassise et j'ai fermé les yeux.
Pendant que Marc me faisait la leçon sur la réduction des dépenses et la protection de notre avenir, il utilisait les fonds de l'entreprise pour construire une vie à une autre femme. Les robes, les sacs, l'assurance tranquille qu'elle affichait comme une armure, rien de tout cela n'avait été gagné, tout avait été financé. J'ai pensé à la fréquence avec laquelle les gens excusent la trahison en la qualifiant d'émotionnelle. Ce n'était pas émotionnel, c'était logistique, c'était délibéré, c'était documenté. Quand quelqu'un cache de l'argent, il ne cache pas seulement une liaison, il cache une intention, et l'intention mène toujours vers quelque chose de plus sombre. Au moment où j'ai rouvert les yeux, mon chemin était tracé. Je ne le confronterai pas à la maison, je le démantèlerai là où il se sentait le plus puissant, dans les systèmes qu'il croyait posséder. Il ne restait qu'une question, comment Marc s'était-il procuré le médicament ? Le misoprostol n'était pas quelque chose que l'on achetait par hasard. Cela demandait un accès, des connaissances et quelqu'un prêt à enfreindre les règles. Rachel a trouvé le nom la première, Sophie Girard. C'était une pharmacienne diplômée et une ancienne camarade de classe de Marc, à l'époque où l'ambition ressemblait encore à du charme. Ils étaient sortis ensemble brièvement, bien avant qu'il ne m'épouse. Je me souvenais d'elle maintenant, élégante, intelligente, le genre de femme qui ne pensait jamais que les conséquences s'appliquaient à elle. Nous avons organisé une rencontre dans un café calme, à l'écart des rues principales, un endroit avec des caméras, une musique d'ambiance et aucune illusion d'intimité. Sophie est arrivée confiante, habillée avec soin, ses lunettes de soleil toujours sur le nez à l'intérieur. Elle a souri comme s'il s'agissait de retrouvailles. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai posé une image imprimée entre nous, une capture d'écran de sécurité la montrant en train de remettre un petit paquet emballé à l'assistant de Marc dans une ruelle 2 jours avant l'incident. Son sourire s'est effondré. « Vous savez ce que c'est » ai-je dit calmement, « et vous savez ce que cela a coûté. » Elle a d'abord essayé de nier, prétendant qu'il s'agissait de paperasse, que j'extrapolais. Mais ses mains tremblaient et ses yeux ne cessaient de dériver vers la porte. Je me suis penchée légèrement en avant. Marc s'apprête déjà à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, j'ai dit, si cela éclate, il ne vous protégera pas, il vous sacrifiera. Le silence s'est prolongé entre nous, puis ses épaules sont tombées. Elle a chuchoté, il m'a dit que c'était pour mettre fin à une grossesse discrètement, il a dit que c'était l'enfant de sa femme. C'est à ce moment-là que Sophie a réalisé qu'elle n'avait pas aidé un homme en difficulté, elle avait aidé à commettre un crime. Et je ne demandais plus rien, je lui offrais un choix. Sophie n'a pas pleuré tout de suite. Elle est restée très immobile, fixant la table comme si le bois pouvait s'ouvrir et l'engloutir tout entière. Puis lentement, elle a cherché dans son sac et a sorti une petite clé USB. Elle l'a posée près de ma main mais n'a pas lâché prise. J'ai tout gardé, a-t-elle dit doucement, les messages, les enregistrements d'appels, les confirmations de paiement, je ne lui faisais pas confiance, pas totalement. Cet aveu n'a dit plus sur Marc que n'importe quoi d'autre. Plus tard cette nuit-là, seule dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et inséré la clé dans mon ordinateur. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine était serrée, comme si je me préparais à un impact. Sa voix a rempli la pièce, froide, contrôlée, familière. « Je veux que cela ait l'air naturel », disait-il, comme une fausse couche spontanée, pas de complications, pas de soupçons. Cette grossesse est un problème dont je dois me débarrasser. J'ai arrêté l'enregistrement pendant un long moment. Je ne respirais plus. Puis j'ai posé ma main sur mon ventre, sentant le plus léger mouvement sous ma paume. Une vie, réelle et fragile. La nausée qui m'avait humiliée, la faiblesse que j'avais essayé de cacher, tout cela avait été la raison pour laquelle mon enfant était encore en vie. Cet enregistrement ne faisait pas qu'exposer mon mari, il réécrivait ma compréhension de l'amour, du mariage et de la sécurité. À partir de cet instant, il ne s'agissait plus de trahison, il s'agissait de survie, et je savais exactement où la vérité devait être entendue. Le conseil d'administration était prévu pour 9 heures précises. Marc siégeait en bout de la longue table de conférence, son costume impeccable, sa voix assurée, jouant le rôle qu'il avait perfectionné au fil des ans. Pour quiconque le regardait, il ressemblait à un homme aux commandes, confiant, intouchable. J'ai pris ma place sans croiser son regard. L'ordre du jour a défilé rapidement, prévisions financières, plan d'expansion, chiffres projetés sur l'écran comme si rien au monde n'avait changé.
Marc a parlé de vision et de responsabilité, de protection de la valeur pour les actionnaires. Au moment où le vote allait commencer, je me suis levée. Le bruit de ma chaise glissant en arrière a résonné plus fort que je ne l'espérais. Toutes les conversations se sont arrêtées, chaque regard s'est tourné vers moi. Avant que nous n'approuvions quoi que ce soit, ai-je dit d'une voix égale, je pense que le conseil mérite de savoir qui gère réellement cette entreprise et comment cette gestion a été menée. Marc s'est raidi. Ce n'est pas le lieu pour des affaires personnelles, a-t-il lancé d'un ton sec. Je suis d'accord, ai-je répondu, il s'agit d'intégrité d'entreprise. J'ai fait un signe de tête à Rachel qui a connecté mon ordinateur au projecteur. L'écran s'est illuminé avec des relevés bancaires, des virements répétés, des comptes écrans, des paiements de loyer liés à un appartement de luxe. Des murmures se sont propagés autour de la table. Puis j'ai lancé l'enregistrement. La voix de Marc a rempli la pièce, dépouillé de son charme et de ses faux semblants, discutant calmement de la manière de faire paraître une fausse couche naturelle, expliquant qu'une grossesse était un obstacle. Personne n'a parlé quand cela s'est terminé. Marc s'est précipité vers le câble du projecteur en criant que c'était un faux, que j'avais manipulé l'audio. La sécurité est intervenue avant qu'il ne puisse l'atteindre. Je n'ai pas élevé la voix. Ces preuves ont déjà été soumises aux autorités, j'ai dit, je demande la suspension immédiate de Marc Lefebvre de ses fonctions de PDG en attendant l'enquête. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Marc semblait petit. Le vote fut unanime. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes avant que quiconque ne puisse dire un mot. 2 officiers de police sont entrés, suivis d'un représentant légal de la conformité de l'entreprise. L'atmosphère a changé instantanément. Ce qui ressemblait à une réunion professionnelle est devenu tout autre chose. Marc s'est retourné lentement, son visage perdant toute couleur. Monsieur Lefebvre, a dit un officier, vous devez nous suivre pour un interrogatoire concernant une tentative d'empoisonnement, un usage détourné de substances contrôlées et des malversations financières. Pendant un moment, Marc n'a pas bougé. Puis il a ri nerveusement, un son grêle et cassant. C'est un malentendu, a-t-il dit, ma femme est émotive, elle a toujours été trop émotive. Personne n'a répondu. Alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, son sang-froid s'est finalement brisé. Il a regardé autour de lui, cherchant un allié. Son assistant s'est levé brusquement, je vais coopérer, a lâché l'homme, j'ai suivi les ordres, j'ai des registres, des emails, tout. La trahison a été immédiate et totale. Marc s'est tourné vers lui, la rage traversant son visage, mais il était trop tard. Le pouvoir s'évapore vite quand la peur entre dans la pièce. Alors qu'on l'emmenait, les yeux de Marc ont trouvé les miens. Il n'y avait pas d'excuses, pas de regrets, seulement la réalisation que la femme qu'il avait essayé de réduire au silence l'avait démantelé là où il aimait le plus être. Je suis restée assise jusqu'à ce que les portes se ferment. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis autorisée à respirer. J'ai rendu visite à Marc une semaine plus tard. Le centre de détention sentait le métal et le désinfectant, un endroit conçu pour dépouiller les gens des illusions dans lesquelles ils vivaient. Quand on l'a amené au parloir, je l'ai à peine reconnu. Sa posture s'était effondrée, l'assurance qu'il portait comme une armure avait disparu. Il s'est assis en face de moi, les mains tremblantes. Noémie, a-t-il dit doucement en se penchant vers la vitre, j'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais nous pouvons réparer ça, pense à ce que nous avions, pense à l'enfant. Je n'ai rien ressenti. Le mot enfant sonnait creux dans sa bouche, comme s'il ne s'agissait que d'une stratégie de plus qu'il espérait encore voir fonctionner. J'ai fait glisser les papiers du divorce par la fente sous la vitre. Signe-les. Ses yeux se sont agrandis. Tu vas tout gâcher, tu vas détruire notre famille. C'est toi qui l'as détruite, ai-je répondu calmement, le jour où tu as décidé que mon corps et mon enfant étaient des problèmes à éliminer. Il s'est mis à pleurer alors, de vraies larmes ou peut-être de la peur, c'était difficile à dire. Je ne veux pas tout perdre, a-t-il chuchoté. J'ai croisé son regard pour la dernière fois. Tu as déjà tout perdu, Marc, tu ne savais juste pas quand. Il a signé. Le stylo tremblait dans sa main comme s'il portait le poids de chaque choix qu'il avait fait. Je me suis levée sans regarder en arrière. Ce chapitre de ma vie ne s'est pas terminé par la colère, mais par la clarté.
6 mois plus tard, j'étais de retour dans le même hôpital. Les lumières étaient tout aussi vives, les couloirs tout aussi froids. Mais cette fois, je n'étais pas là pour être témoin d'une perte, j'étais là pour mettre une vie au monde. Le travail a été long et épuisant, le genre d'épreuve qui vous force à affronter chaque peur à laquelle vous pensiez avoir déjà survécu. Alors que la douleur venait par vagues, mon esprit dérivait vers ce matin dans mon bureau, vers ce repas que je n'avais jamais mangé, vers la façon dont j'avais failli tout perdre. Puis j'ai entendu son cri, clair, fort, vivant. L'infirmière a posé ma fille sur ma poitrine, chaude et tremblante. Et à cet instant, le passé a enfin desserré son emprise sur moi. Je l'ai nommée Chloé. Pas parce que la vie avait été douce, mais parce que j'avais été épargnée. Pendant que j'apprenais à tenir un nouveau-né, le conseil d'administration a finalisé sa décision. J'ai été nommée PDG par intérim, chargée de stabiliser l'entreprise que Marc avait failli détruire. J'ai accepté sans hésitation. Reconstruire était naturel pour moi, j'avais passé des années à maintenir des systèmes brisés ensemble. Cette fois, je reconstruisais avec honnêteté, transparence et sans aucune crainte de la vérité. En serrant Chloé contre moi, j'ai compris quelque chose clairement, la survie ne consiste pas seulement à échapper au danger, parfois, il s'agit de s'élever dans la vie que l'on a failli vous refuser. Les gens me demandent souvent comment j'ai su que quelque chose n'allait pas ce matin-là. La vérité est que je ne le savais pas, je l'ai ressenti. Il y a une voix discrète en nous qui parle bien avant que les preuves n'apparaissent. On nous apprend à l'ignorer, à être poli, raisonnable, à ne pas surréagir. J'ai failli faire la même chose. Ce que j'ai appris, c'est ceci, le pouvoir ne rend pas les gens cruels, il révèle qui ils sont déjà. Quand quelqu'un voit l'amour, les enfants ou la loyauté comme des obstacles, croyez-le dès la première fois. Marc a perdu sa liberté, il a perdu sa réputation, il a perdu l'empire qu'il pensait capable de le protéger des conséquences. J'ai récupéré ma vie. Chloé grandira en sachant qu'elle était voulue, protégée et choisie. Non pas comme un levier, ni comme une menace, mais comme un être humain. Si vous écoutez ceci et que quelque chose dans votre vie vous semble anormal, n'attendez pas de preuves pour respecter votre instinct. Prenez vos distances, protégez-vous, posez les questions difficiles. Parfois, la survie ressemble au silence, parfois elle ressemble à un départ, et parfois elle ressemble au fait de se tenir debout dans une pièce où vous n'auriez jamais dû prendre la parole.